Production, les podcasteurs. Bonjour, je suis Marie-Robert. Et croyez-moi, j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours, comme nos nuits? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre, elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses, et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble un petit pas de côté. Il y a 15 jours, je vous parlais de la santé mentale, du tabou qu'elle représente encore trop souvent et de l'anxiété qui ronge. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un autre versant de l'âme humaine, celui du bonheur, ou plutôt la quête du bonheur. Car qu'on se le dise, s'il y a bien quelque chose que nous partageons tous dans notre curieuse humanité, c'est qu'au fond, d'une manière ou d'une autre, nous cherchons tous à être heureux. Le bonheur serait même l'ultime Graal, l'élan premier caché derrière toutes nos actions. Aristote avance qu'avec le bonheur, nous tenons sans doute le seul but dont nous pouvons tous être certains qu'on le poursuit. Il écrit ceci. La plupart des hommes sont pratiquement d'accord. C'est le bonheur, au dire de la foule aussi bien que des gens cultivés, tous assimilent le fait de bien vivre et de réussir au fait d'être heureux. C'est une thèse que Platon avait déjà avancée sous une forme à peine interrogative dans son dialogue Le Tidème. N'est-il pas vrai que nous autres, hommes, désirons tous être heureux? Et plus de 2000 ans après, Pascal développera encore la même thèse dans un fragment célèbre qu'il destinait à ses pensées. Il écrit ceci. Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient. Ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les uns vont à la guerre et que les autres n'y vont pas est ce même désir qui est dans les deux cas accompagné de différentes vues. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions des hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. Aristote, Platon, Pascal ne sont que 3 noms, 3 auteurs parmi d'autres. Mais vous l'avez compris, l'enjeu est bien là. À la question « Que dois-je faire ?», la réponse serait d'emblée acquise, puisqu'il nous faudrait simplement chercher les moyens d'être heureux. Certes, mais avant même de réfléchir aux moyens d'accéder au bonheur, n'y a-t-il pas une étape préliminaire? Celle de comprendre ce que l'on désigne tous en parlant de bonheur. Car avant de savoir comment faire pour l'atteindre, il faudrait peut-être savoir de quoi on parle. Et c'est bien là que débutent toutes nos difficultés. À la différence du plaisir, qui est un état de satisfaction partielle, fragmentaire, toujours éphémère, limité à un moment déterminé, et qui provient d'un fait précis, par exemple manger une charlotte au chocolat, le bonheur, lui, est un état de satisfaction global, général, durable, qui provient d'un jugement
non seulement sur la Charlotte au chocolat, mais sur la vie dans son ensemble. Raison pour laquelle on parle souvent de petits plaisirs et de grand bonheur. Si l'on suit cette logique, le bonheur pourrait résulter d'une accumulation de plaisirs. Imaginons un instant ce cas de figure. Si nous accumulons sans cesse des plaisirs, alors notre état de satisfaction pourrait être constant. Et nos journées s'écouleraient d'activités cool en plaisirs partagés. Ça fait rêver, non ? Sauf que vous me voyez venir. Le bonheur est-il seulement une somme de plaisirs ? Des satisfactions passagères, partielles, suffisent-elles à faire notre bonheur ? Le bonheur n'est-il pas plutôt un idéal ? C'est bien le cas pour notre cher Emmanuel Kant. Il déclare que le bonheur est un idéal, non de la raison, mais de l'imagination. En fait, il explique que le bonheur n'est pas un modèle universel, valable pour tous les individus. Un modèle objectif qui résulterait d'un savoir, d'une analyse. Ce n'est pas un concept parfaitement défini, logique et cohérent. Et surtout, en aucun cas, une méthode rationnelle peut garantir de parvenir réellement au bonheur. Dommage, certes. Mais alors, si le bonheur n'est rien de tout cela, qu'est-ce qu'il est ? Eh bien, pour Kant, il n'est donc pas dans la raison, mais dans l'imagination. C'est-à-dire que le bonheur est un modèle particulier, relatif, à chacun d'entre nous. C'est un modèle subjectif, qui souvent découle des préférences de l'individu. C'est l'image qu'on se fait du bonheur, une représentation, parfois vague et confuse, une anticipation qui ne peut exclure la possibilité de la déception. Peut-être qu'à l'instant même où je vous parle, vous imaginez une plage de sable chaud. Peut-être que d'autres, au contraire, pensent à une lecture au coin du feu. Ou peut-être que pour certains, c'est une famille nombreuse, en pleine randonnée, qui est l'image du bonheur. Peu importe. Il s'agit de simples images vers lesquelles on tend. Inutile de courir après, puisque c'est un idéal. Donc, il n'a pas vocation à être réel. Sur ce coup-là, Kant nous laisse un peu sur le carreau. Du côté de Platon, l'affaire n'est guère plus joyeuse. Pour appuyer la distinction entre bonheur et plaisir, il donne l'image du tonneau. Le bonheur, c'est le tonneau plein. Et le tonneau partiellement vide représente, lui, le manque. Alors forcément, lorsque le tonneau est vide, nous cherchons à le remplir, en accumulant des plaisirs. Sauf que, si le tonneau est percé, nous aurons beau chercher à le remplir, le tonneau se videra rapidement et nous n'arriverons jamais à conserver notre tonneau plein. Vous voyez l'image ? Eh bien, pour Platon, mauvaise nouvelle, nous sommes souvent comme des tonneaux percés. C'est-à-dire que la satisfaction n'est que de courte durée et nous retombons vite dans l'insatisfaction, toujours à désirer autre chose, sans jamais trouver véritablement le bonheur. Nous nous étourdissons avec des achats, avec des projets, avec des plaisirs de toutes sortes, en espérant que ça nous rende heureux. Mais nous nous exposons à une terrible déception, puisque notre tonneau est percé et que rien ne sera jamais suffisant. Imagination pour l'un, tonneau percé pour l'autre, plus nous avançons dans ce podcast, plus le bonheur semble loin. Le dernier à enfoncer le clou et à nous ramener à notre condition misérable est Pascal. Pascal s'inscrit aussi dans l'idée que l'homme cherche à occuper illusoirement sa vie. Mais sa critique se dirige surtout du côté du divertissement. Dans le langage commun, le divertissement signifie s'amuser, se détendre, passer du temps de manière agréable. En gros, on se divertit devant Netflix pour oublier la longue journée qu'on vient de passer.
Ainsi, pas besoin de penser à nos collègues pénibles, à nos problèmes d'argent ou à notre to-do list interminable. On absorbe des images comme anesthésiés. Mais chez Pascal, le terme va plus loin encore. Car se divertir, au sens pascalien, c'est trouver une activité qui occupe son esprit. Non seulement pour oublier nos soucis, mais surtout pour oublier la misère de la condition humaine. Le souci fondamental dans lequel nous sommes en raison de l'absurdité et du tragique de notre existence. En somme, se divertir, c'est se détourner de la pensée de la mort, la pensée du hasard, la vanité, de toute chose. Le divertissement est humain, et ne pouvant rien faire contre le malheur de notre propre existence, nous faisons en sorte de ne pas y penser. Mais attention, ce que nous explique Pascal, c'est que le divertissement ne nous permet pas d'atteindre le bonheur. Il permet seulement de masquer, de manière très temporaire et illusoire, le malheur. En écoutant ces trois philosophes, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai plutôt envie de me terrer dans mon lit. Si le bonheur est impossible, alors à quoi bon continuer ? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt trouver une autre manière de définir le bonheur ? Car même s'il n'y a pas de science du bonheur, on ne pourrait pas trouver un art d'être heureux ? Chez les trois penseurs évoqués, Kant, Platon, Pascal, la quête de bonheur passe par l'extérieur, en imaginant pour l'un, en se remplissant de plaisir pour l'autre, ou en se divertissant pour le dernier. Or, ne faut-il pas trouver le bonheur davantage en soi, plutôt que dans des choses extérieures ? Des choses extérieures qui nous maintiennent dans une insatisfaction permanente. Eh bien, c'est exactement de cette manière que les sagesses antiques vont aborder la question du jour. La sagesse n'est pas une vision figée et accessible uniquement à de vieux sages. Au contraire, c'est une forme de réflexion qui est une manière de vivre et qui consiste surtout à penser sa vie et à vivre sa pensée. Et c'est exactement ce va-et-vient entre pensée et vie qui va nous permettre d'accéder au bonheur sans attendre qu'il vienne de l'extérieur. Chez Épicure, bonne nouvelle, loin d'être impossible, le bonheur est très concret. Il correspond même à une forme de plaisir, qui est le simple plaisir d'exister dans l'absence de souffrance dans le corps, qu'on appelle aponie, et l'absence de trouble dans l'âme, qu'on appelle ataraxie. Nous voilà soulagés, on respire enfin. Mais attention, l'identification du bonheur au plaisir d'exister ne signifie pas qu'il faut profiter de la vie et accumuler tous les plaisirs. C'est vrai que dans le langage courant, l'expression « être un épicurien » a pris ce sens-là, alors qu'il s'agit d'un contresens sur la philosophie d'Épicure. Alors, pour mieux comprendre la conception épicurienne du plaisir, il faut s'attarder un instant sur la distinction qu'Épicure fait entre les plaisirs stables et les plaisirs mobiles. Les plaisirs mobiles désignent les plaisirs éphémères, ceux qui ne durent qu'un instant. Vous vous souvenez de la Charlotte au chocolat ? Ils sont donc mobiles en raison de leur caractère fugace, passager. Les plaisirs mobiles proviennent de la satisfaction de nos envies, qui sont elles-mêmes changeantes et qui nous conduisent souvent à des excès. L'envie d'une gourmandise, d'un nouveau pull ou d'une cigarette. Le plaisir stable désigne au contraire un plaisir durable, un plaisir qui persiste dans le temps. La notion de stabilité évoque l'idée d'un équilibre intérieur, d'une vie sans tension, sans agitation, sans trouble. L'identification du bonheur au plaisir chez Épicure signifie donc que le bonheur correspond à un plaisir stable. Le simple plaisir d'exister
dans la sérénité. Et grâce à cette nouvelle définition, du bonheur comme du plaisir, eh bien, le bonheur devient accessible. Donc si on se laisse entraîner par Épicure, la quête du bonheur devient une petite promenade de santé. Pour retrouver le simple plaisir d'exister, la clé, vous l'avez compris, c'est de parvenir à ne plus vivre comme des tonneaux percés. On l'a bien vu avec Platon. La recherche incessante de plaisir mobile nous conduit à l'insatisfaction permanente, à une vie agitée, toujours inquiète, toujours frustrée. Alors qu'au contraire, la recherche du bonheur doit nous conduire à une affirmation de notre propre liberté. Il s'agit de ne pas être esclave de nos désirs et d'être le moins dépendant possible du monde extérieur. La liberté ici a une magnifique définition. C'est une forme de liberté intérieure. La liberté par rapport à soi. Épicure nous engage à réfléchir à tout ce qui vient nous troubler dans la vie, aussi bien nos craintes que nos désirs. Il nous incite à l'introspection et à observer nos réactions dans plein de moments de vie. Et c'est de cette façon qu'on s'aperçoit que satisfaire tous nos désirs ne nous permet franchement pas d'atteindre ni le bonheur ni la liberté. Au contraire, cela peut même causer davantage de souffrance et même nous conduire à moins apprécier les plaisirs simples. Épicure ne fait pas du tout une critique morale des plaisirs. Il affirme simplement qu'il faut faire preuve d'un peu de prudence et utiliser notre raison afin de calculer les conséquences de nos choix et maîtriser un peu mieux tous nos désirs. Mais pour bien faire, encore faut-il les classer, prendre le temps d'identifier ces différents désirs. Et rassurez-vous, encore une fois, notre cher Épicure nous accompagne. Il propose une catégorisation des désirs qui, je suis certaine, va vous intéresser. Quels sont nos désirs naturels et nécessaires? Dans cette catégorie, Épicure évoque le besoin de manger, le besoin de boire, de réfléchir ou même d'avoir des amis. Viennent ensuite les désirs naturels et non nécessaires. Cette fois-ci, je vous laisse juge, mais Épicure, lui, parle du plaisir sexuel, du plaisir esthétique, bref, de tout ce qui rend l'existence agréable. L'épicurisme ne condamne pas ces plaisirs, mais il invite à s'en méfier et à ne pas s'en rendre dépendant. L'attitude est celle de la modération. Viennent enfin les désirs ni naturels ni nécessaires, car ce sont ceux-là qui nous empêchent de parvenir à un état de bonheur et de liberté. Et cette catégorie regroupe tous les désirs impossibles, comme par exemple le désir d'immortalité, ou bien des désirs qui nous conduisent à l'excès. Les désirs de gloire, de pouvoir, de richesse ou de luxe. Et oui, ces désirs nous rendent esclaves, car nous en voulons toujours plus. Je crois que nous avons quelques exemples en tête. Pour être heureux, nous dit Épicure, il faut donc absolument les éviter. En somme, Épicure nous offre une merveilleuse perspective. Nous pouvons être heureux, là, au moment même où je vous parle. Heureux parce qu'un rayon de soleil éclaire notre lit. Heureux parce que nous sommes au chaud et que nous buvons un bon café. Quelle chance précieuse d'avoir le corps sans souffrance et l'esprit tranquille. N'est-ce pas cela le bonheur? Et pour ceux qui ne seraient pas tout à fait convaincus par ce bonheur simple, peut-être peuvent-ils se tourner vers une autre école de sagesse, qui depuis l'Antiquité a fait, elle aussi, de nombreux adeptes. Je parle évidemment du stoïcisme. Alors je vous préviens, l'ambiance n'est pas tout à fait la même. Car le bonheur chez les stoïciens n'a rien à voir avec un juste équilibre de nos désirs.
Le bonheur existe, c'est certain, mais pour eux, le bonheur, c'est la vertu. La vertu est la force morale qui permet à un individu d'agir conformément à son devoir et de faire en toutes circonstances ce qu'un être rationnel ferait. Et c'est ça qui rend heureux. Bon, certes, on a déjà connu un bonheur plus excitant, mais c'est déjà pas mal. Qui n'a pas déjà vécu cet instant où on se sent bien parce qu'on a fait ce qu'on devait faire? Au lieu de traîner dans notre lit, on est allé déjeuner avec nos grands-parents. On a fait nos devoirs. On a rempli notre mission. En voilà une satisfaction. Et finalement, c'est une autre vision de la liberté qui se dessine. Agir comme on doit le faire, en toutes circonstances. Cela implique la capacité de ne pas être affecté par les événements qui nous arrivent. Il s'agit d'être comme un roc, imperturbable face aux vagues, comme une citadelle invulnérable face aux attaques extérieures. La vertu est donc une affirmation de notre liberté. Une liberté qui, une fois de plus, réside dans la force intérieure de notre volonté, guidée par la raison et non par les passions. Nous ne sommes pas esclaves de nos affects. Avec les stoïciens, contrairement à ce que pense Pascal, nous ne sommes pas condamnés à chercher vainement le bonheur dans le divertissement pour masquer le tragique de la condition humaine. Au contraire, le sage a la force morale intérieure qui lui permet d'affronter tous les événements de la vie qu'il peut subir, même les pires. Lorsqu'on devient stoïcien, on peut trouver en nous-mêmes, dans notre propre vertu, la satisfaction la plus haute. Donc, pas besoin de se divertir. Épicuriens et stoïciens n'ont pas les mêmes perspectives. J'ignore à quelle équipe vous appartenez. Mais dans les deux cas, le bonheur est possible. Si l'on accepte un retour sur soi, articulant nos désirs d'un côté ou affirmant notre volonté de l'autre. Il est certain que ces visions du bonheur sont moins grandioses, moins spectaculaires, moins vertigineuses, mais elles sont tellement plus humaines. C'est un bonheur ancré dans la vie, dans le quotidien. Un bonheur qui n'est pas une quête fantasmée, épuisante. Pas un toujours plus à renouveler. C'est un vécu concret, réel, qui nous ramène à la beauté, à la simple beauté de l'existence. Et pour résumer toute notre longue exploration du jour, voici quelques lignes de Jean Giono qui, je l'espère, achèveront de vous convaincre. Celui qui n'est pas capable de faire son bonheur avec la simplicité ne réussira que rarement à le faire, et à le faire durable, avec l'extrême beauté. Le bonheur habite le présent, et le plus quotidien des présents. Il faut dire « j'ai ceci, j'ai cela, je suis heureux ». Et même dire « malgré ceci, malgré cela, je suis heureux ». Les éléments du bonheur sont simples et gratuits. Il n'est pas de condition humaine, pour humble ou misérable qu'elle soit, qui n'est quotidiennement la proposition du bonheur. Pour l'atteindre, rien n'est nécessaire que soi-même. Plus qu'une posture illusoire, la perspective du bonheur réside sans doute dans cette manière d'habiter le monde, de l'étreindre doucement, sans le consommer, de le regarder avec lucidité, autant qu'avec gratitude. Un immense merci pour votre écoute. N'oubliez pas qu'ici, il n'est pas question de leçons, mais juste d'une proposition, d'une hypothèse qu'il vous appartient de confirmer ou non. On se retrouve dans 15 jours, et en attendant, n'oubliez pas de lire, d'oser et de vous rappeler qu'il n'y a rien de plus sexy que la philosophie.